Voilà, d'abord, merci à Alain Pariante, merci Alain de m'avoir invité et merci pour cette organisation. On sait tous que c'est toujours très lourd à organiser ce type de manifestation et donc c'est des remerciements sincères. Voilà. Alors, dans cette communication un peu introductive en quelque sorte, j'ai essayé de réfléchir aux usages, comme le nom l'indique, comme le titre l'indique, l'usage des données. Alors, bon, on a tous noté l'ouverture des données financières en ligne. On connaît les sources. Ici, je crois qu'il n'y a que des spécialistes, donc je ne vais pas insister sur ces différentes sources. Je vais, dans cette introduction, après avoir salué cette ouverture et les possibilités qu'elles peuvent donner, déjà rappeler avec vous quelques obstacles qui sont assez évidents pour certains, d'autres peut-être moins. Obstacle à une utilisation en tout cas généralisée. Alors, ça existait même avant la loi pour une république numérique qui enforce l'ouverture. L'obstacle à une utilisation généralisée, c'est la complexité des finances publiques, un certain des intérêts des sciences, j'ai mis un terme générique, des sciences sociales pour en général la matière finance publique et encore peut-être plus pour les données. Alors, un autre problème, je vais un peu illustrer après, peut-être aussi une dénonciation excessive de la quantification gestionnaire de l'action publique qui pourrait constituer un obstacle, en tout cas un usage, je l'ai dit, généralisé, hors spécialiste. Appropriation assez faible par le public et une implication des élus, là plus certaine, mais un peu plus quand même assez variable. Avec aussi, et ça je reviendrai plus dans le corps de ma communication, une décision financière locale qui est quand même marquée par une forme qu'on pourrait appeler d'élitisme, c'est-à-dire, bon, je m'en expliquerai après, c'est un terme de science sociale, mais et une forme d'expertise, de technocratisation, j'y reviendrai, qui peuvent faire obstacle à un usage en tout cas démocratique, j'y reviendrai après. Alors, on sait tous depuis notre adolescence épistémologique, les données, enfin moi c'est un peu lointain, mais que les données, les données sont un construit. C'est pas des données, c'est un construit, c'est à faire scientifiquement. Donc cet apophthegme est bien sûr pertinent pour pouvoir mener des travaux, des dénonciations. Par exemple, comme pendant la crise 2008-2016 de l'idéologie néolibérale de l'austérité à tout prix, critique de certains indicateurs, etc. J'ai mis ici, et c'est très connu, la mesure du nombre d'actes à l'hôpital pour déterminer les dépenses, qui a varié après, mais c'est pour donner des exemples significatifs. C'est quand même excessif, cette dénonciation, si ça conduit à un rejet de toute mesure. Donc on tomberait dans une forme de relativisme épistémologique qui, à mon avis, doit être combattu. Alors, plus subtilement, bon, on sait tous aussi, peut-être ceux qui sont spécialistes en tout cas, que finalement, l'architecture comptable et financière a une finalité, un design théologique. Elle va aller vers des finalités. Également, elle s'adresse comme une forme de construction d'informations par rapport à des bénéficiaires. Bon, je pense que ça ne doit pas restreindre leur usage scientifique. Ça, bon, je renvoie sur ces travaux, par exemple, à Sébastien Cotte, qui est notre grand spécialiste sur toutes ces questions-là. Donc, des données financières qui seraient à fiabiliser, à sélectionner, pour arriver à une méthode scientifique pour répondre à un problème de recherche. Donc, il y a un positionnement à la fois de principe, mais aussi un positionnement, j'appellerais un peu concret ou pratique. Bon, c'est des mots un peu pour signaler la position. Et le positionnement scientifique, bien entendu, je le rappelle, tout ça est évident, c'est positionnement qui n'est pas toujours le même que le positionnement politique pour cet usage. Voilà. Alors, bon, finalement, pour essayer de faire une présentation synthétique et didactique, j'ai distingué 4 usages, les deux premiers étant des usages répandus, habituels, et les 2 autres peut-être sont des usages à encourager, à développer.
Alors, l'usage en matière de gestion publique, usage de communication, usage démocratique, usage scientifique. Alors, pour le cadre de gestion, on verra que, on le sait aussi, mais que les données financières servent de, on peut le dire autrement, mais de référentiel de nombreux dispositifs juridiques. Et après, elles servent aussi, je viendrai un peu plus loin, comme analyse de la gestion locale. Alors, référentiel pour des dispositifs juridiques, bon, les exemples les plus saillants sont connus. Mesure de l'autonomie financière par les ressources publiques. Je ne vais pas développer ici les ratios de la loi organique que tout le monde connaît. Ça a pu servir dans le cadre de la rigueur budgétaire lors de la crise 2008-2016. C'était l'invention de l'objectif de dépenses locales, hein, qui prenait comme référence les dépenses totales dans les lois de programmation des finances publiques. Ça a été la dépense de fonctionnement. Les fameux, on en parlait tout à l'heure, Étienne Douat le rappelait, on va voir ce que va donner la loi de programmation future, les fameux contrats de Cahors qui ont été suspendus, où là on s'adresse aux grandes collectivités avec un certain nombre de références à des indicateurs financiers, dont les dépenses, bien sûr, de fonctionnement, mais aussi le besoin annuel de financement. Et puis, ça sert, ces données, dans des dispositifs très complexes. Je parlais de complexité. Toute personne qui s'est plongée dans les systèmes des transferts financiers en sera facilement convaincue. Donc, où les critères vont servir à beaucoup de calculs des dotations, des fonds, etc. Bon, j'ai rappelé ici simplement les grands critères. Bon, j'ai déjà signalé les premiers, mais pour ce qui est spécifiquement les dotations et divers fonds, certains critères ressortent, comme on le sait avec justement les travaux de la DGCL et de l'Observatoire de la gestion locale. Certains indicateurs sont plus utilisés que d'autres, mais malgré tout, c'est quand même une belle jungle, hein, si on veut bien. Alors, je n'ai pas le temps de vous détailler, certains les connaissent, tout ce qui se passe avec les indicateurs ici, ce n'est pas l'objet. J'en parlerai un peu plus dans la communication écrite. Voilà, c'est quand même une jungle. Il y avait l'étude de 2019 de l'Observatoire, j'ai mis un GPL, pardon, pour le P, mais OFGPL avec les 78 critères. Hein, ça, bon, j'ai refait le total, on en a 39 financiers, c'était 2019, hein, 26 de ressources, 13 de charges, sans compter les indicateurs qui ne sont pas financiers. Voilà. Les indicateurs qui servent pour parfois des fractions ou des sous-fractions des dotations, hein, des indicateurs synthétiques qui ont leur justification, mais qui refont des parts, 30% d'un côté, 40% de l'autre, etc., avec chacun parfois des indicateurs qui bougent. C'est quand même assez spécifique, d'autant difficile, d'autant que les grands indicateurs ne sont pas toujours utilisés de la même façon. On peut l'utiliser avec les ressources par habitant, la superficie, on les corrige, on a des logarithmes, etc. Bon, je suis plongé depuis quelques semaines dans ces joies. Je fais un traité sur les finances locales des dotations. C'est vrai que c'est assez marrant. Voilà. Bon, c'est des matériaux pour l'analyse financière, on le sait. Bon, on a les ratios financiers obligatoires qui avaient été instaurés par la loi ATR. Bon, là, je n'insiste pas non plus, je vais dire un mot plus loin. On peut surtout, je crois, et c'est l'essentiel pour cette analyse financière de gestion, hein, on peut faire l'analyse financière plus large, mais s'intéresser bien sûr à la situation financière. Alors, la situation financière, là aussi, j'ai repris par exemple la méthode utilisée par les chambres régionales des comptes à partir d'ANAFI, où j'avais fait une grosse étude, j'en reparlerai de des rapports d'observation définitive, hein, qui étaient parus à la Revue française des finances publiques. Je ne vous détaille pas non plus les indicateurs, mais on voit bien qu'on est dans des données financières qui sont au cœur de choses qu'on peut faire pour l'analyse financière. En revanche, je vais peut-être vous remontrer pour ceux qui l'ont déjà vu, parce que je l'ai publié à la Revue française, cette notation qu'on pourrait faire, qui, à mon avis, permet quand même de mieux communiquer sur les résultats de la situation financière. Ça, c'était pour 77 collectivités territoriales, 2008-2016, en s'appuyant sur tous les indicateurs que je n'ai pas listés. On arrivait un peu à des résultats qui sont quand même intéressants.
parce qu'on voit qu'on n'a pas une conclusion homogène. On ne peut pas toujours dire, ben non, les départements, les pauvres, ils croulent sous l'action sociale, c'est vrai, mais ils ne peuvent pas financer. Bon, regardez par exemple ici dans ce tableau, vous voyez que la note qui va de -2 pour ceux qui sont dans une situation très difficile à +2, situation financière positive, il y a quand même des variations. Il y a des variations, diversité de situations financières intéressantes. Bon, c'est assez long à faire, mais c'est assez intéressant. Là, les données financières servent aussi d'outils de communication. Alors, outils de communication, ça peut valoriser, à mon sens, principalement, c'est utilisé principalement pour valoriser l'action des décideurs. Ça sert aussi, c'est peut-être, c'est connu, mais c'est moins souvent souligné, ça sert aussi d'arme de négociation entre l'État et les collectivités territoriales, chacun sélectionnant ses propres indicateurs, faire avancer les relations financières entre l'État et les collectivités territoriales, et d'un côté, pour simplifier, on caricature un peu, mais c'est quand même exact, pour obtenir plus de chaque côté ou donner moins si on ramène à ce jeu. Alors, sur ce premier point, valorisation de l'action locale financière, donc là, c'est auprès des électeurs, bien sûr. Alors, évidemment, on ne va pas mettre toutes les informations, ce n'est pas exhaustif, ce n'est pas objectif, ce n'est pas le but, il s'agit de sélectionner. C'est quand même congruent avec quand on regarde un peu cela, avec une culture traditionnelle de la dépense que j'avais mis en évidence dans une enquête, là pour le coup strictement sociologique, puisque j'ai la double casquette quand même, et j'y tiens, de financier et de sociologue, même si les juristes purs ne veulent pas toujours me reconnaître mon expertise en finance, mais c'est quand même le cas. Voilà, donc en passant, une culture traditionnelle de la dépense où on voit que bon, finalement, ce qu'on valorise, c'est les projets, c'est ce qu'on fait, les montants, ça c'est traditionnel. Et c'est réactivé d'une certaine façon, circonstances obligent, dans le contexte de crise Covid, où on est dans un keynésianisme ou un néo-keynésianisme, avec les plans de relance, les mesures d'urgence, etc. Donc, je vais également procéder à une petite étude avec mes étudiants de master, qui est un petit peu ancienne maintenant, mais qui reste quand même valable. C'était une analyse de contenu des journaux, 142 collectivités territoriales, pour voir un peu sur quoi on communique. Alors, sur quoi on communique? On communique beaucoup sur les investissements, la réussite des politiques, voilà ce qu'on a fait pour la formation, pour les régions, voilà ce qu'on a fait pour l'action sociale, etc. Et parfois, mais moins, sur le caractère sain de la gestion. Beaucoup moins, c'est pas manichéen, mais beaucoup moins sur la pédagogie des données techniques et surtout une sélection d'indicateurs et autres qui pourraient permettre un débat. Voilà. Alors, bon, j'ai cité un peu, j'ai regardé les sites, j'ai mis la région Grand Est par exemple, parce que je suis de la région Grand Est. Bon, j'ai regardé un peu ce qu'on avait sur budget. Simplement, vous mettez budget sur le site. Bon, alors on valorise les investissements, on retrouve ce que j'ai dit, mais finalement, il y a peu de chiffres. Il y a peu de chiffres, il y a beaucoup d'actions, mais il y a peu de chiffres. Et simplement, il y a une originalité, c'est un peu devenu à la mode à juste titre, sur la présentation de budget vert. Négociation entre politique, entre État et collectivités locales. Alors, on a un jeu budgétaire et fiscal que la sociologie financière peut décrire, jeu qui passe par des moments de conflit, qui a des modes, des registres d'action publique qui sont la codécision, la consultation, la collaboration, l'incitation, le lobbying aussi. Et on va utiliser les chiffres pour appuyer cette négociation. Donc, j'ai pris quelques exemples, mais il y en a beaucoup. Bon, on retrouve le débat sur l'autonomie financière. D'un côté, l'État faisant valoir, ou le gouvernement faisant valoir la hausse des ratios financiers, ça va bien. Ils sont toujours en progrès, mécaniquement presque. Et de l'autre, on entend régulièrement, c'est juste, hein, mais le recul de l'autonomie fiscale. Mais ces armes, un petit peu comme certains recours en matière d'autonomie, on sait qu'ils n'aboutiront pas, mais ça ne fait rien. Ça sert dans une négociation plus large, qui est une négociation politique, pour attirer l'attention en disant « Attention, j'ai besoin ici d'une situation particulière, j'ai besoin d'argent, ou je voudrais qu'on me demande telle dotation sur telle type, catégorie ou sous-catégorie de collectivité, de tourisme, petite collectivité, etc. » Donc, il y a tout ce jeu de négociation qui se fait à partir aussi des chiffres.
Alors, bon, pendant les crises, évidemment, il y a eu, on s'en rappelle, pour faire venir la rigueur budgétaire sur les collectivités locales, il y a eu la dénonciation de la hausse des dépenses locales. On pourrait discuter du périmètre, mais bon. De l'autre côté, récemment, et notamment dans le cadre de la campagne électorale, le gouvernement a fait valoir que finalement les concours ou les transferts plus largement au moment de concours pendant le quinquennat optimal, que beaucoup de mesures comme le bloc de sécurité comme le filet de sécurité pour le bloc communal ont été mises en place, des soutiens à l'investissement, etc. Il y a tout ce jeu, vous le connaissez, on le voit parfois un peu dans la presse. Alors, si on regarde aussi les réponses des associations, tout simplement au rapport, des divers rapports, il y aurait d'autres sources, hein, on voit aussi des choses qui sont intéressantes. J'ai regardé le dernier rapport de la Cour des comptes sur les finances locales, comme nous tous. On voit que les associations se prononcent contre la reprise des contrats de Cahors dans l'ensemble, mais ils citent des chiffres. On est en bonne santé, après tout, nous, on est en équilibre, etc. Donc, il y a un jeu ici autour de ça. Alors, troisième usage, c'est un instrument pour la démocratie. Bon, voilà. Alors, comme je l'ai mis parce que c'est le printemps, enfin, c'est maintenant bientôt été l'été, l'hirondelle de la transparence ne fait pas le printemps de la décision démocratique. Je devais être dans mon jardin, écouter les oiseaux, hein, ou les travailler. Alors, il y a quand même des lacunes de la transparence financière, donc tout ça est surmontable, mais qui montre un peu que l'usage répandu des données financières doit surmonter ces obstacles. Alors, pour cela, j'ai cité un autre tableau là, qui est aussi tiré d'une grosse base de données que j'avais montée, de 1366 observations tirées des rapports d'observation définitifs, pas seulement ceux qui sont formels, mais aussi ceux qui sont informels. Bon, je ne m'en explique pas plus, ça a été publié à la Revue française, je l'ai dit. Bon, si vous regardez un peu, il y a quand même beaucoup d'atteintes à la démocratie. J'ai créé cette catégorie pour l'analyse de contenu, cette catégorie démocratie, atteinte à l'information obligatoire, atteinte à l'information des élus, ce genre de choses. Et donc, vous voyez que sur les 1108 observations dépouillées ici, vous avez 258 qui marquent des manquements à la démocratie définie très précisément par des critères, hein. 258, dont 42 quand même sont des atteintes graves. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a carrément pas soumis, par exemple, la délibération obligatoire au Conseil, on n'y a pas donné la formation de base sur telle chose ou telle chose. Bon. Donc, un peu de pessimisme par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas forcément encore, il y a beaucoup de progrès à faire sur cet aspect-là. Alors, j'ai isolé au sein des manquements à la démocratie des collectivités territoriales ce qui pourrait directement porter sur l'observation des informations par rapport à l'information, par rapport au vote. J'ai donné l'exemple d'une délibération qui n'est pas faite ou qui n'a pas les informations complètes ou du contrôle des élus. Alors, vous le voyez, je ne détaille pas, mais vous avez un graphique assez parlant là. Vous voyez que bon, il y a quand même 64 sur un ensemble de 144 observations portant sur la démocratie, manquement à la démocratie. Vous avez 64 qui touchent le vote et le contrôle des assemblées, 80 l'information des élus. Alors, il y a aussi des biais dans la décision budgétaire. Biais dans la décision budgétaire, le manquement des règles sur l'information à produire. J'ai donné des graphiques, là je détaille un peu, hein, malgré le renforcement qu'il y a eu, les progrès qui ont été établis depuis notamment la loi BAPTAM et nôtre par rapport au débat d'observation budgétaire, malgré les ratios à publier, la publicité, les débats sur les rods, etc. Il y a des problèmes qui demeurent, lisibilité des données, et les citoyens restent assez peu impliqués. Alors, plus profondément, dans une analyse plus de sciences politiques, si vous voulez, il y a un problème de fermeture du système politico-financier local.
alors c'est ce que j'avais annoncé en introduction, on est quand même plus dans des modèles qui vont de décision budgétaire. C'est une enquête qui a été menée à partir d'entretiens sur le terrain, dans des régions, des départements, des communes, des intercommunalités, pour savoir comment on élabore le budget en interne. Hein. Comment se fait le budget d'une collectivité locale. Bon, je n'ai pas pu tout coder, mais quand on... J'ai que 42 cas, donc ce n'est pas une analyse statistique, c'est une étude qualitative. Mais sur ce type de méthode, on est obligé d'être dans le qualitatif si on va voir, connaître le processus d'élaboration et de négociation d'un budget local. On ne peut pas faire des stats sur une négociation. Hein, pas, bon. Donc, on s'aperçoit qu'on est quand même plutôt dans une décision, j'ai appelé élitiste, mais qui est largement aux mains de l'exécutif, seul ou avec quelques élus, vice-présidents, etc., ou plutôt techniques, experts, avec l'importance notamment des services financiers. Assez peu souvent, entre guillemets, démocratique au sens profond. Sens profond, c'est bien qu'il y a un vote, il y a quand même une association, on pourrait aller plus loin. Voilà ce que ça signifie par rapport à ça. Alors, quand on en arrive là, je me suis dit, bon, après tout, comment se fait-il, si on partage mon constat, qu'on n'a pas une plus grande démocratie financière locale? Peut-être que les gens n'en veulent pas. Pas seulement, je crois qu'il y a une défiance envers la vox populi, et pourtant, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas seulement parce que les gens n'en veulent pas, c'est surtout qu'on se défie d'eux. Et si on se défie d'eux, à mon avis, à tort. Voilà ce que je voulais dire. J'ai mal exprimé mon argument. Si on consulte les citoyens, ce n'est pas forcément pour obtenir des résultats, des demandes de plus de dépenses, plus de services, moins d'impôts, comme on le dit toujours. Non, non, c'est pas si simple. C'est pas ce que montrent les résultats empiriques. Je n'ai cité qu'un petit sondage, mais j'en ai d'autres et j'écris depuis longtemps là-dessus. Il y a quand même, par exemple, sur un sondage 2020, des gens sur 9 domaines hein, de dépenses qui leur étaient proposés, des gens qui disent pour moitié, bon, on baisse et on garde le statu quo. Bon, 9 domaines, certes, il y en a qui pour 5 domaines qui disent il faudrait, pour d'autres domaines, il faut augmenter, mais il y a quand même des gens qui sont d'accord pour baisser les dépenses, etc. Donc, ce n'est pas un problème du côté du citoyen. On a tort de se méfier absolument de la vox populi, je crois. Le citoyen est capable d'avoir une position de ce qu'Adam Smith de la théorie des sentiments moraux, hein, pas le Adam Smith de la richesse des nations, appelle le spectateur impartial, c'est-à-dire qui arrive à un moment donné, quand on l'informe, à s'éloigner un peu de ses intérêts égoïstes et en disant bon, oui, là j'ai peut-être besoin d'un hôpital, là j'ai peut-être besoin d'une école, j'ai plus d'enfants, je suis pas malade, mais je serais peut-être d'accord. Il y a ces formes-là qui existent aussi, heureusement, hein, si ça peut mettre un message de positif. Dernier point, une méthode négligée des sciences sociales, donc que j'ai regroupée en deux. Bon, une méthode, on le sait, pour la science des finances et une méthode pour la science de l'action publique. Alors, science des finances, j'ai parlé tout à l'heure de l'analyse financière. On sera un peu plus large cette fois. C'est plus seulement la situation financière qui vont nous intéresser. Ça va être avoir des données fiables, homogènes, pour travailler sur des sujets, de nombreux sujets, vous les connaissez, côté recettes, côté dépenses, poids des recettes fiscales, on peut s'amuser à ça, par rapport aux recettes fiscales totales, hein, c'était 93% en 2009, c'est 68% en 2018, j'ai refait le calcul, les transferts financiers, le poids des prêteurs. On peut travailler avec nos amis de la DGCL ou de l'Observatoire sur les mesures de l'effet de la péréquation que j'ai pris pour exemple, d'autant que maintenant on a un indicateur de performance par rapport aux lois de finances. Bon, il y a beaucoup de choses à faire. On peut encore aller plus loin, travailler sur les présentations fonctionnelles, je pense que d'autres en parleront après, l'évolution de certains postes, la mesure des gaspillages, etc. Je vais assez vite parce que le temps tourne et je termine sur parce que c'est quand même ce point-là qui est moins connu, science de l'action publique. On peut tester des théories, on peut croiser avec des variables, les idéologies, les partis, les groupes d'intérêt, etc. On peut mesurer l'impact des réformes,
On peut faire des études longitudinales, on peut créer des modèles spécifiques à partir de lectures financières des données. Ce n'est pas encore très fait. Je discutais avec un économiste ici, je ne sais plus où il est, qui me disait que, bah oui, en économie, il n'y a plus beaucoup de monde qui travaille sur les finances. En professeur d'économie, vous n'avez plus grand monde, quoi. Bon, il y a beaucoup de choses à faire. On peut tester sur les cofinancements, mesurer la forme de gouvernement à partir des cofinancements. Je m'étais amusé à ça. Parce que est-ce que les finances publiques, est-ce qu'ils sont privés? Et dans le privé, c'est quoi? Les associations? C'est des entreprises? Bon, il n'y a pas beaucoup de choses sur les mesures des cofinancements. Pourtant, quand on parle tous de gouvernance, c'est dans les textes, et la gouvernance, dans une des définitions de politique publique, la gouvernance, c'est donner aussi une part au privé. Donc en France, si vous regardez les cofinancements, il faudra aller plus loin, c'est un exemple d'étude, on s'aperçoit que les cofinancements sont encore largement publics, dans des configurations relativement simples. Bon, et ça, il faut mesurer, les compter, etc. Ce n'est pas évident parce qu'on n'a pas toutes les données sur ces genres de choses. Voilà ce genre de choses. Hein. Alors, toujours à partir de la même base de données là, que 2366 observations, j'ai travaillé un peu, moi, sur la notation de la situation financière rapportée à la qualité de la gestion. J'ai croisé ça en me posant la question, est-ce que finalement les collectivités qui ont une mauvaise situation financière gèrent mal ou gèrent bien? Est-ce qu'il y a un rapport entre situation financière et qualité de la décision financière? Alors la qualité de la décision, j'ai monté un petit indicateur à partir du nombre d'observations dans la base de données que j'avais faite, des formels ou informels graves des chambres régionales des comptes, et également, j'ai coupé le nombre et la gravité, tout simplement, pour faire une notation simple. Bon, donc ça, c'est quand même aussi assez intéressant parce que, bon, on voit le résultat que finalement, il n'y a pas de rapport direct entre situation financière et qualité de la gestion sur ces 77 collectivités territoriales. Ce que je vous montre là en étude, c'est ce qu'on peut faire, ce que j'ai commencé à faire. Pas beaucoup à travailler là-dessus, parce que c'est long, il n'y a pas beaucoup de monde, mais je crois qu'il y a encore un champ qui s'ouvre en matière scientifique. Alors, pour un peu provoquer, je me suis aussi amusé, toujours avec la même base de données, essayer de voir, mais ce n'est pas significatif, vous êtes bien d'accord, quelles étaient les moyennes comparées de la notation financière et de la notation de la qualité de la gestion en fonction de la couleur politique. Bon. Donc, vous voyez, on arrive à des petites choses qui sont assez... encore une fois, il faudrait le faire sur la totalité des collectivités, mais on arrive à des petites choses qui sont assez intéressantes. Donc, j'ai fait la moyenne, j'ai comparé, après, on pourrait faire beaucoup plus finement, etc. Hein, bon, ben là, on s'aperçoit que... le Parti socialiste a déjà eu beaucoup de misère, c'est un peu dommage de le citer là, mais bon, on s'aperçoit par exemple que la moyenne du Parti socialiste, vous voyez, en bas à gauche, pour ce qui est de la qualité de la gestion, bon, et puis pour etc. Mais en tout cas, vous voyez un peu le genre de travaux, de recherche qu'on peut faire à partir des données financières. Je crois que là, on a vraiment beaucoup de choses. Alors, conclusion. Voilà, j'ai fini. Merci. Les données financières ne font pas tout. Il faut toujours continuer à travailler sur les règles, les pratiques, les structures, les finances locales. Mais je crois quand même que malgré leurs obstacles, l'ouverture est prometteuse. Merci de votre attention.